Après des années de silence total. Eustace Conway, l'homme qui a tourné le dos à la civilisation moderne pour vivre ce que beaucoup appellent la vie du dernier montagnard américain, a enfin parlé. Il y a quelques instants, lors d'une apparition à laquelle peu s'attendaient et à laquelle encore moins étaient préparés, il a partagé des vérités qui sont restées enfouies pendant des décennies. Ses mots étaient crus, émotionnels et profondément troublants. Pendant la majeure partie de sa vie d'adulte, Eustace a vécu loin des routes des villes et des commodités, caché au plus profond des Appalaches, communiquant rarement avec le monde extérieur. Et maintenant, ce qu'il a finalement choisi de dire menace de bouleverser tout ce que nous pensions comprendre de sa vie, de son silence et de sa raison d'être. Les révélations d'Eustace vont bien au-delà des histoires de survie en milieu sauvage ou d'autosuffisance. Il a parlé ouvertement des batailles gouvernementales qui ont failli détruire l'œuvre de sa vie, des luttes personnelles qu'il n'avait jamais osé exprimer et des blessures émotionnelles façonnées par des années d'isolement. Il ne s'agissait pas d'une simple mise à jour de la part d'un homme vivant de la terre, mais d'une confession lourde de sens, capable de remodeler tout son héritage. L'homme qui avait autrefois laissé son silence parler pour lui a maintenant décidé qu'il était temps de se faire entendre, et ce qu'il a partagé pourrait bien être le moment le plus révélateur de sa vie. Pendant des décennies, Eustace Conway a semblé incarner la forme la plus pure de liberté et d'indépendance. Il a construit la réserve de Turtle Island de ses propres mains, se taillant une vie sur des milliers d'hectares de nature sauvage des Appalaches. Pour les étrangers, cela ressemblait à un rêve réalisé, un symbole vivant de l'harmonie entre l'homme et la nature épargnée par le bruit et le chaos du monde moderne. Cela semblait être la preuve qu'un mode de vie plus simple et plus honnête était encore possible. Mais derrière cette image de paix et d'autosuffisance se cachait une réalité que peu de gens ont jamais vue. Au début des années 2000, les autorités de l'État ont commencé à enquêter sur Turtle Island pour de prétendues violations des règles de construction et de sécurité. Les inspecteurs affirmaient que ces cabanes, ces granges et ces salles de classe en plein air construites à la main ne respectaient pas les codes modernes. Ce qu'ils considéraient comme des structures dangereuses, Eustace le voyait comme de l'histoire vivante, des espaces soigneusement conçus pour enseigner aux gens comment les humains vivaient autrefois avant que l'électricité, l'acier et le béton ne remplacent le savoir-faire et la connaissance. Le conflit qui a suivi a été implacable et il a failli le briser. Pendant des mois, Eustace a dû faire face à des amendes de plus en plus lourdes, à des pressions juridiques et à la possibilité bien réelle que tout ce qu'il avait construit soit démantelé. Certains soirs, il s'est assis seul au coin du feu, se demandant si l'œuvre de sa vie allait être effacée par la civilisation, même qu'il avait essayé d'avertir et d'inspirer. Pourtant, malgré tout, il a refusé de se défendre publiquement. Il n'a pas cherché à attirer l'attention, n'a pas donné d'interview et ne s'est pas transformé en symbole de résistance à la télévision. Au lieu de cela, il s'est retiré encore plus loin dans les bois. Ce silence n'était pas une capitulation, c'était une survie. Sous ces dehors calmes et usés par le temps se cachait un homme luttant contre une profonde désillusion, perdant la foi en un monde qu'il avait cru capable de changer. Il a admis plus tard que le bilan émotionnel de ces années était écrasant. Il se sentait trahi par un système qui le punissait d'avoir choisi une vie naturelle. Ce que le public percevait comme une force tranquille était en réalité un guerrier portant des blessures que personne ne pouvait voir. Ces batailles l'ont façonné, durcissant sa détermination, tout en renforçant son isolement, jusqu'au jour où il a finalement fait un pas en avant et parlé. Lorsque Eustace a enfin rompu le silence, sa voix portait le poids des années passées seul avec ses pensées. Ses premiers mots ont stupéfié ceux qui l'écoutaient. « Les gens pensent que j'ai choisi l'isolement parce que je déteste la société », a-t-il dit. En réalité, j'essayais de la sauver. Ce simple aveu a tout remis à plat. Pour la première fois, il a fait comprendre que son silence n'avait jamais eu pour but de fuir, mais plutôt d'observer, d'apprendre et de comprendre. Il a expliqué qu'il s'était épuisé à essayer de parler à un monde qui refusait de l'écouter. L'île de la Tortue n'a jamais été conçue pour être une échappatoire. Elle devait être une salle de classe vivante, un rappel de ce que l'humanité avait perdu en chemin. Pourtant, au fil du temps,
Il a vu les visiteurs la traiter comme une nouveauté, prenant des photos sans saisir le sens de la terre sous ses ongles ou de la fumée s'élevant de son feu. Il a parlé de longues années passées seul, à ne converser qu'avec les arbres le vent, et les animaux trouvant plus de vérité dans la nature qu'il n'en a jamais trouvé chez les gens. Cet isolement l'a transformé. Il a aiguisé sa conscience, mais a approfondi sa solitude. Il a admis qu'il avait cessé de parler, parce qu'à chaque fois qu'il essayait ses mots, étaient déformés en quelque chose qu'il ne reconnaissait pas. « Je ne me cachais pas, » a-t-il dit calmement. J'écoutais la terre, le silence, ce que les gens avaient oublié. Ces mots ont peint l'image obsédante d'un homme observant le monde naturel se déplacer et s'estomper, tandis que l'humanité se précipitait sans réfléchir. Il a décrit avoir remarqué des changements subtils dans les chants d'oiseaux, les modèles météorologiques et les rythmes saisonniers, comme si la terre elle-même poussait un cri. Au cours de ces années, Eustache a été témoin non seulement des dégâts causés à l'environnement, mais aussi de la décadence spirituelle. Plus nous nous éloignons de la nature, explique-t-il, plus nous nous éloignons de nous-mêmes. Pour lui, le silence est devenu une forme de résistance, une protestation plus puissante que les cris. Aujourd'hui, après des années de retenue, il a choisi de parler à nouveau non pas pour se plaindre, mais pour mettre en garde. Le monde a changé, dit-il, et pas pour le mieux. Si les gens refusent d'écouter aujourd'hui le silence dans lequel il a vécu, pourrait un jour devenir le silence de la terre elle-même. Pendant la majeure partie de sa vie, Eustace a évité de parler de sa famille, gardant ses souvenirs scellés comme une vieille blessure non cicatrisée. Mais dans sa récente déclaration, il s'est finalement autorisé à ouvrir cette porte. Il a parlé franchement des cicatrices émotionnelles qui l'ont façonné bien avant que l'île de la Tortue ne soit imaginée. Sa relation avec son père, a-t-il révélé, était rigide et douloureuse. Son père pensait qu'une discipline stricte et le contrôle étaient les seuls moyens de devenir fort. En grandissant, Eustace a eu le sentiment que rien de ce qu'il faisait n'était jamais assez bien. Ses réalisations étaient accueillies avec critique et non pas avec fierté. Cette pression constante a alimenté un besoin profond de se prouver, non pas par la richesse ou la reconnaissance, mais par la maîtrise du monde naturel. « Les bois ne m'ont pas jugé, » dit-il doucement. « Ils m'ont accepté quand rien d'autre ne le faisait. La nature est devenue son refuge, un endroit où les erreurs ne définissent pas sa valeur. Dans la nature, il a appris à survivre physiquement, mais plus important encore émotionnellement. Ce que peu de gens comprenaient, c'est que sa retraite dans la nature n'était pas simplement une rébellion. C'était une fuite. Il a admis que lorsqu'il a quitté la maison pour la première fois, il portait en lui de la colère et des douleurs non résolues, des émotions qui l'ont poussé encore plus loin dans la solitude. Pendant des années, cette colère l'a poussé à s'isoler. Mais avec le temps, le fait de vivre près de la nature a fait disparaître sa fierté et son ressentiment. Il a fini par comprendre que le pardon n'était pas quelque chose qu'il devait aux autres, mais quelque chose qu'il se devait à lui-même. Dans une révélation discrète mais puissante, Eustace a confié qu'il avait récemment commencé à renouer avec des personnes de son passé, y compris des membres de sa famille, qui avaient cru qu'il avait disparu à jamais. Il a parlé de tendre la main à des parents plus jeunes, dans l'espoir de leur transmettre la sagesse avant que le temps ne s'écoule. « On ne peut pas vivre seul éternellement, » a-t-il dit. « Même un arbre a besoin de la forêt. » Ces mots ont révélé une facette d'Eustace Conway que le monde avait rarement vue. Pas seulement le survivaliste ou le philosophe, mais un homme qui a finalement fait la paix avec son passé. Et pour la première fois, il semble prêt à reconstruire les ponts qu'il a abandonnés, non pas pour attirer l'attention ou obtenir le pardon, mais pour comprendre et tourner la page. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait choisi ce moment pour rompre des années de silence, la réponse d'Eustace a fait frissonner le public. « Parce que le temps presse », a-t-il dit, la voix posée mais lourde d'urgence. Il ne parlait pas de lui, il parlait de la planète. Eustace a révélé qu'au cours des décennies passées sur l'île de la Tortue, il a été témoin de changements environnementaux qui ne peuvent plus être ignorés. Les sources Muhuko qui coulaient autrefois à flot dégagent aujourd'hui une légère odeur chimique. Les arbres qui ont résisté pendant des générations meurent plus vite que jamais. Les rythmes de la nature,
La migration des oiseaux, le calendrier des floraisons sont désynchronisés. Pour lui, c'est un avertissement que la Terre est malade et que l'humanité en est la cause. Nous avons échangé le sol contre des écrans, a-t-il dit, et nous pensons que nous progressons. Pour Eustache, le silence a été une forme d'étude. Il a observé les schémas météorologiques, l'érosion du sol et le comportement des animaux. Il a même tenu des journaux dans lesquels il consignait les changements subtils survenus au fil des ans. Les schémas le terrifiaient, les tempêtes survenaient hors saison, les hivers devenaient imprévisibles, et les animaux s'éloignaient de leurs racines naturelles. Il s'est rendu compte qu'il ne s'agissait pas de coïncidence, mais de conséquences. Il a déclaré que la Terre elle-même parlait, mais que trop peu l'écoutaient. La Terre a de la patience, a-t-il averti, mais même la patience a des limites. Son ton s'est durci lorsqu'il a critiqué la société moderne pour avoir perdu le respect de la nature. Il a parlé de l'avidité qui pousse à la déforestation, de la surconsommation qui pollue les rivières et de l'arrogance qui pousse les humains à penser qu'ils peuvent tout contrôler. La nature n'a pas besoin de nous, a-t-il dit. Nous avons besoin d'elle et elle nous a prévenus à maintes reprises. Son message n'était pas politique, il était personnel. Il parlait comme un homme qui avait vu le monde se décomposer depuis son propre jardin. Les années de silence n'ont pas été une retraite, mais une réflexion. Maintenant qu'il en a vu assez, il s'avance pour tirer la sonnette d'alarme. Si nous continuons ainsi, dit-il, le silence dans lequel j'ai vécu sera le silence de l'extinction. Ces paroles sont restées dans l'air comme un coup de tonnerre, laissant même ses détracteurs sans réponse. Eustace Conway n'a jamais cherché à devenir une personnalité de la télévision. Lorsqu'il a participé pour la première fois à l'émission Mountain Men, il y a vu une chance de partager son message de simplicité et de survie, et non pas de gagner en célébrité. Mais ce qui avait commencé comme une plateforme éducative s'est rapidement transformé en un fardeau qu'il ne pouvait plus contrôler. Dans son interview, il admet que la célébrité apportée par la télévision a failli détruire la vie tranquille qu'il s'était construite. Les gens me regardaient, disait-il, mais ils ne me voyaient pas vraiment. Les équipes de tournage sont arrivées à Turtle Island, installant des lumières, des câbles et des horaires qui entraient en conflit avec le rythme naturel de sa vie. La simplicité qu'il chérissait s'est transformée en un spectacle pour des millions de téléspectateurs qui voulaient du drame plutôt que de la vérité. Il a décrit son sentiment d'être piégé entre deux mondes, la nature sauvage et pure qu'il aimait et le monde artificiel exigé par le public. Plus il filmait, moins c'était réel, a-t-il avoué. Il a même révélé qu'il avait parfois envisagé de se retirer complètement de l'émission, de disparaître à nouveau dans le silence. Mais quelque chose l'en a empêché. Il a déclaré que les lettres des téléspectateurs, dont de nombreux jeunes, lui donnaient de l'espoir. Ils écrivaient que son mode de vie les inspirait à jardiner, à construire et à se reconnecter avec la nature. Ces mots lui rappelaient que tout le monde n'avait pas oublié ce qui comptait vraiment. Il a donc enduré cette intrusion, espérant que son message atteindrait au moins une personne qui en avait besoin. Pourtant, la célébrité a fait des ravages. Eustace a parlé de l'épuisement d'être constamment observé des étrangers qui se présentaient à l'île de la Tortue sans y être invités et qui s'attendaient à prendre des photos avec lui comme s'il s'agissait d'une pièce de musée. « Je n'ai jamais voulu être célèbre, a-t-il dit, je voulais être utile. » Au fil du temps, les médias ont déformé son histoire, faisant de lui un symbole plutôt qu'un homme. Malgré cela, il a gardé les pieds sur terre. Il a refusé d'entrer dans la culture de la célébrité ou de prétendre être ce qu'il n'était pas. Aujourd'hui, après des années passées à regarder le monde glorifier la nature sauvage depuis leurs écrans, il a été clair. Vivre de la terre n'est pas une tendance, c'est une vérité. Si tout ce que vous faites, c'est de me regarder survivre, a-t-il dit alors, vous n'avez pas compris la leçon. Au fur et à mesure que sa voix s'adoucissait, Eustache a commencé à parler de quelque chose de bien plus personnel que sa terre ou sa mission. Pour la première fois de sa vie, il s'est ouvert aux personnes qu'il avait perdues en chemin. On ne construit pas une vie comme celle-là sans enterrer quelques amis, a-t-il dit les yeux fixés sur le sol. Il a raconté l'histoire d'hommes et de femmes qui sont venus sur l'île de la Tortue pleins de passion et de conviction. Des gens qui voulaient l'aider à construire un rêve ancré dans la liberté et la vérité. Certains sont restés pendant des années, mais tous n'en sont pas sortis vivants.
Il a révélé que plusieurs amis proches sont perdus la vie dans des accidents tragiques au cours des premiers jours de la réserve, écrasés par des troncs d'arbres, emportés par des inondations ou perdus à cause des hivers rigoureux. Chacune d'entre elles lui a laissé une cicatrice. Chaque arbre ici est porteur d'un souvenir, dit-il. Chaque pierre me rappelle quelqu'un qui a tout donné pour cet endroit. Il a ensuite parlé d'un mentor qu'il a eu, un vieil homme des bois qui a disparu au fin fond de la forêt, un hiver, et qu'on n'a jamais revu. Pendant des années, Eustache l'a cherché mais n'a rien trouvé. Parfois, dit-il, je l'entends encore dans le vent. C'était la première fois que l'on voyait Eustace montrer une émotion aussi brute. Il a également abordé les rumeurs qui ont couru pendant des années sur ses difficultés financières et les combats juridiques qui ont failli lui coûter l'île de la Tortue. Il a confirmé qu'il y avait eu des moments où il était à quelques jours de tout perdre. « J'ai été à 2 doigts de la signer », a-t-il admis, mais quelque chose en moi n'a pas pu le faire. Cette terre ne m'appartient pas, elle appartient à l'esprit de tous ceux qui y ont cru. Ces mots étaient empreints d'une douleur silencieuse, non seulement pour les personnes qu'il a perdues, mais aussi pour les innocents qui ont disparu en même temps qu'elle. Son silence pendant toutes ces années, a-t-il dit, n'était pas seulement une question de solitude, c'était aussi une question de deuil. Il avait besoin de temps pour faire son deuil à sa manière, entouré de la seule chose qu'il avait jamais réconforté la nature sauvage. Lorsque vous vivez dans la nature assez longtemps, disait-il, vous apprenez que tout ce que vous aimez finit par faire à nouveau partie de la terre. Après des années de silence et de chagrin, le ton d'Eustace Conway était passé de l'avertissement à la sagesse. L'homme endurci par les batailles juridiques et la solitude a disparu. Ce qui se tient maintenant devant le monde, c'est un enseignant qui renaît. Sa voix est calme, délibérée et pleine de conviction lorsqu'il parle des leçons que la nature sauvage a gravées dans son âme. Après tout ce que j'ai vu, a-t-il dit, je crois encore qu'il y a de l'espoir pour nous. Ces mots avaient la force de quelqu'un qui avait vécu à la fois au bord de la civilisation et de l'oubli. Il a commencé par décrire l'étrange paix qu'il trouvait dans les moments calmes de la nature, le bruit du vent dans les aiguilles de pin, la façon dont le givre s'accroche à l'écorce avant l'aube, le silence après la pluie. Lorsqu'on l'écoute suffisamment longtemps, on se rend compte que la terre veut toujours de nous. Elle veut simplement que nous nous rappelions comment vivre. Il a expliqué que la plus grande tragédie de l'humanité n'était pas la destruction, mais l'oubli. Les gens ont oublié l'odeur de la vraie terre, la patience de la culture des aliments, l'humilité de s'appuyer sur la nature, au lieu de la conquérir. Nous avons construit des gratte-ciel, a-t-il dit, mais nous avons perdu le sol sous nos pieds. Pourtant, malgré tout, Eustace n'avait pas l'air vaincu. Au lieu de cela, il a proposé une voie à suivre. Il a exhorté les gens à commencer petit à planter des graines, à construire avec leurs mains, à parler gentiment aux animaux et à s'asseoir dehors suffisamment longtemps pour regarder les étoiles bouger. Il n'est pas nécessaire de courir jusqu'à la forêt, a-t-il dit. Cessez simplement de vous fuir vous-même. Il a insisté sur le fait que la connexion commence dans le cœur et non dans la nature. Dans un moment fort, il a décrit le fait d'être pieds nus dans un ruisseau pendant l'un de ces jours les plus sombres et de sentir l'eau froide se répandre sur ses pieds. Ce jour-là, dit-il, j'ai réalisé que la terre me pardonnait même si je ne m'étais pas pardonné à moi-même. Cette prise de conscience l'a changé. Elle lui a rappelé que la vie n'est pas une question d'évasion. C'est une question d'appartenance. Il a révélé qu'il avait recommencé à inviter des jeunes, des vétérans et des familles sur l'île de la Tortue, leur apprenant à faire du feu, à fabriquer des abris et à renouer avec ce qu'il appelle la langue oubliée de la terre. Il est en train de transformer la réserve en ce qu'il appelle une salle de classe vivante, pour les âmes perdues, un lieu où la technologie fait une pause et où l'esprit humain peut enfin respirer. La terre m'a guéri, a-t-il dit, et maintenant il est temps que je la laisse guérir les autres. À mesure que ces mots résonnaient, on avait l'impression qu'Eustache ne faisait pas que retourner dans le monde, il le guidait vers sa maison. Pour la première fois depuis des années, son silence s'était transformé en quelque chose de puissant, un message d'unité, de paix et de renouveau, alors que l'entretien touche à sa fin. Eustache Conway se tient dans l'embrasure de sa cabane, la lumière du soleil déclinant à travers les arbres derrière lui peignant son visage d'une lueur dorée.
C'est un spectacle qui semble refléter toute l'histoire de sa vie, à moitié dans la lumière, à moitié dans l'ombre. L'homme, qui a autrefois disparu dans la forêt, fait à nouveau face au monde, mais cette fois-ci non pas comme un reclus ou un symbole, mais comme un messager. Il a révélé qu'après des années d'isolement, il écrivait ce qu'il appelle son dernier cadeau à l'humanité, un livre relatant ses décennies passées dans la nature, les leçons qu'il en a tirées, et la vérité sur ce qui compte vraiment. Il a précisé qu'il ne s'agirait pas d'un manuel de survie, mais d'un guide pour se souvenir rempli d'histoire sur la simplicité, le chagrin, la résilience et le lien profond entre l'homme et la nature. Tout ce que j'ai jamais appris, a-t-il dit, vient de la terre, elle-même. Je ne suis que le messager. Il a expliqué que son livre retracerait l'ascension et la chute de l'île de la Tortue, non pas comme un échec, mais comme la preuve que même dans le chaos, le rêve d'équilibre peut survivre. Si un seul enfant, le lit a-t-il dit, et choisit une vie qui honore la terre, alors toutes les batailles telles que j'ai menées valaient-elles la peine d'être menées. Il a également révélé quelque chose que peu de gens savaient. Depuis quelques années, il encadre discrètement les jeunes qui visitent la Radinte, la réserve, en leur enseignant des techniques anciennes, telles que le tannage des peaux, la forge, la recherche de nourriture et le maniement des chevaux. Beaucoup d'entre eux, dit-il, sont arrivés perdus et en colère, mais ils sont repartis transformés. La terre ne nourrit pas seulement le corps, explique-t-il, elle guérit l'âme. Puis sa voix s'est abaissée lorsqu'il a parlé du silence qu'il avait autrefois défini. Le silence n'était pas dû au fait que je n'avais rien à dire, a-t-il dit. C'est parce que j'attendais que le monde soit prêt à m'écouter. Aujourd'hui, alors que le monde est à bout de nerfs et que la nature elle-même crie, il pense que le moment est enfin venu. Son dernier message était simple et profond à la fois. Nous ne sommes pas séparés de la nature. Nous sommes la nature. Chaque respiration que nous prenons est de l'air emprunté. Chaque pas que nous faisons est un emprunt. Nous devons commencer à vivre comme si nous nous souvenions de cela. Ces mots ont résonné comme une prière, laissant même l'intervieweur sans voix. Au fur et à mesure que la caméra balayait l'île de la Tortue, les téléspectateurs pouvaient voir la vie que Eustace avait bâtie. De simples cabanes des bois qui murmurent et le bourdonnement tranquille de l'existence à l'abri de la cupidité. Pendant un moment, on avait l'impression que le monde s'était arrêté pour l'écouter. Eustache regarda à l'horizon le visage calme et sûr et dit « Je ne suis plus là pour avertir, je suis là pour rappeler. » Et sur ce, il retourna dans la forêt, le bruit de ses pas s'estompant dans le vent. Son message persiste un appel à s'éveiller à vivre en douceur et à entendre enfin ce que la terre essaie de nous dire depuis le début.